Qu'arrive-t-il quand un seul dirigeant dit non à Bruxelles? Imaginez la scène. Viktor Orban, inflexible, pose un veto cinglant sur la table. En un instant, tout le château de cartes du plan de 90 milliards d'euros de Bruxelles s'effondre. L'aide massive à l'Ukraine. Bloquée net. Les eurocrates? Désemparés, paralysés par la peur, incapables de forcer la Hongrie à rentrer dans le rang. Ce que peu de médias osent dire, c'est que ce plan reposait sur des emprunts colossaux sur les marchés mondiaux, de l'argent réel que Bruxelles voulait envoyer à un pays en crise totale, incapable de rembourser ne serait-ce qu'un centime. Et pour rembourser ces montants faramineux, l'UE comptait, tenez-vous bien, sur des réparations russes dont tout le monde sait qu'elles n'arriveront jamais. C'est à ce niveau de déconnexion que l'on en est. Mais si personne ne bloque ces idées folles, qui paiera la note? Vous. C'est votre argent, votre avenir, vos impôts qui sont en jeu. Hausse de la fiscalité, coupe dans les aides sociales, chute du pouvoir d'achat. Pendant que les élites jouent à la roulette russe avec l'économie du continent, ce sont les citoyens qui risquent de tout perdre. Pendant ce temps, de vrais leaders, Orban, Meloni, Fico, résistent et exposent la faiblesse d'une Union européenne plus divisée que jamais. Comment un seul veto a-t-il suffi à révéler la fragilité du projet européen et à faire vaciller la machine bruxelloise? Plongeons ensemble dans les coulisses de ce bras de fer historique pour comprendre ce qui se joue vraiment et pourquoi l'avenir de l'Europe entière est suspendu à ce combat. Pourquoi Bruxelles veut-elle absolument emprunter 90 milliards d'euros? C'est la question qui devrait inquiéter chaque citoyen européen aujourd'hui, car la réponse dévoile l'ampleur des dangers qui menacent notre économie, notre sécurité financière et même notre souveraineté nationale. Tout commence avec le dernier projet phare de la Commission européenne, émettre une gigantesque obligation européenne pour collecter 90 milliards d'euros. Officiellement, cet argent doit soutenir l'Ukraine et protéger les intérêts européens. Mais la réalité est beaucoup plus brutale. Il s'agit d'envoyer des milliards dans un pays en faillite, incapable de rembourser, alors même que l'Union européenne traverse, elle aussi, une crise profonde. Comment Bruxelles compte-t-elle garantir le remboursement d'un tel emprunt? C'est là que le rêve vire au cauchemar. Les élites bruxelloises, avec Ursula von der Leyen à leur tête, misent tout sur une hypothèse délirante. Obtenir des réparations de guerre russes pour couvrir les nouvelles dettes. Selon leur plan, il suffirait de confisquer environ 200 milliards d'euros d'actifs russes gelés en Europe, puis de les transférer à l'Ukraine. Problème. La Russie n'a aucune intention de faire le moindre transfert, et ces réparations n'existeront tout simplement jamais. Pire encore, la réalité économique mondiale est implacable. La Russie reste une puissance incontournable, et toucher à ses actifs, c'est ouvrir une boîte de Pandore pour tout le système financier international. L'exemple de la Belgique est révélateur. Saviez-vous que le cœur invisible du système bancaire mondial, c'est à Bruxelles qu'il bat? La plateforme Euroclear, basée en Belgique, détient des milliers de milliards de dollars d'actifs venus du monde entier. Les premiers à soutenir Ursula von der Leyen étaient les dirigeants belges, tout fiers d'être au centre du jeu. Mais lorsque le Premier ministre belge a découvert les vraies conséquences de la confiscation des avoirs russes, il a failli tomber de sa chaise. Frissons, sueur froide, panique à bord. Les experts lui ont apporté les chiffres. Toucher aux avoirs souverains d'une autre puissance, c'est jouer avec le feu, un feu qui peut tout brûler, y compris la Belgique elle-même. Pourquoi? Parce que si Bruxelles s'approprie 200 milliards russes, tous les pays du Golfe, d'Asie et d'Afrique, qui placent leur argent en Europe, comprendront qu'à la moindre crise politique, leurs propres actifs pourraient aussi être volés. En un éclair, la confiance dans le système bancaire européen s'effondrerait. Les capitaux fuiraient à Bruxelles à la vitesse de la lumière, Euroclear s'écroulerait, la Belgique s'effondrerait en quelques jours, et avec elle, toute l'Europe industrielle. Imaginez, la Chine rapatrie ses dizaines de milliards, l'Arabie saoudite ferme ses comptes, l'Inde vide ses coffres, et soudain, l'Europe n'a plus rien. Les Belges ont compris à temps l'ampleur du désastre. Ils ont tenté d'expliquer à Ursula von der Leyen, graphiques à l'appui, que le plan était suicidaire. Mais les lois de l'économie mondiale ne se plient pas aux caprices de la Commission.
Impossible de décréter la confiance ou d'inventer des garanties là où il n'y en a pas. Résultat, le fameux plan B est parti à la poubelle. Les élites européennes, humiliées, font aujourd'hui face à un mur. Elles ne peuvent ni emprunter ces 90 milliards sans garantie, ni voler les 200 milliards russes de peur de provoquer une panique bancaire mondiale. Et qui va payer? Ce sont les citoyens européens, allemands, français, italiens, déjà étranglés par l'inflation qui devront porter le poids d'une dette insensée. L'échec de ce plan, c'est le risque d'une ruine industrielle et d'une précarité généralisée sur tout le continent. Mais ce n'est pas tout. Bruxelles a tenté de franchir une ligne rouge inédite. Et si Bruxelles volait 200 milliards d'euros à la Russie? C'est la question qui a fait trembler tout le système financier européen il y a quelques semaines. Ursula von der Leyen et ses alliés à la Commission européenne rêvaient d'un coup de maître, confisquer près de 200 milliards d'euros d'avoirs russes gelés pour financer l'Ukraine et envoyer un message de force au monde entier. Mais ce plan, présenté comme une victoire politique, a déclenché une panique sans précédent au cœur de la finance européenne. Là où tout s'est joué, c'est à Bruxelles, mais surtout à Bruxelles par l'intermédiaire d'Euroclear, ce géant de la compensation financière basé en Belgique. Concrètement, c'est là que sont stockés les actifs russes gelés depuis 2022. Et c'est là que la bombe a failli exploser. Les dirigeants européens, galvanisés par leur propre rhétorique, ont imaginé qu'il suffisait d'appuyer sur un bouton pour s'approprier ces fonds. Mais la réalité financière, elle, est bien plus cruelle. Dès que la rumeur s'est répandue dans les marchés, l'Union européenne va s'emparer officiellement d'actifs souverains étrangers. La peur s'est propagée à la vitesse de l'éclair. Les grands investisseurs du Golfe, d'Asie, d'Afrique, ceux qui déposent chaque année des centaines de milliards en Europe, ont commencé à appeler leurs avocats, à sortir leurs calculatrices. Car si Bruxelles ose voler l'argent russe aujourd'hui, qu'est-ce qui empêcherait demain de saisir l'argent chinois, saoudien ou qatari? En coulisses, la panique s'est installée à Euroclear. Les responsables belges ont vu, en temps réel, la confiance s'évaporer, le risque de voir des centaines de milliards fuir vers Dubaï, Hong Kong ou New York. Soudain, ce n'était plus la Russie qui était en danger, mais la Belgique elle-même. Car Euroclear, c'est le pilier discret de la stabilité financière belge, un acteur qui rapporte chaque année des milliards à l'État, qui fait vivre Bruxelles, qui donne à la Belgique sa place au sommet de la finance mondiale. Imaginez sa chute. C'est tout le système bancaire belge qui s'effondre. C'est le crédit du pays qui disparaît, les investisseurs qui désertent, les emplois qui s'envolent. En quelques heures, le rêve politique de Bruxelles s'est transformé en cauchemar économique. Les analystes, les juristes, même les vieux routiers de la Commission ont compris qu'aller au bout de cette folie, c'était signer la condamnation à mort de la crédibilité européenne. Un précédent pareil? Jamais vu en temps de paix. Depuis la nuit des temps, le respect de la propriété souveraine est le socle de la confiance internationale. Le briser, c'est ouvrir une boîte de Pandore. Face à ce gouffre, la Belgique a cédé. Les responsables, d'abord bravaches, ont discrètement fait marche arrière. Pas question de sacrifier Euroclear, pas question de voir les capitaux s'évaporer. Officiellement, on a parlé de nuances juridiques, de consultations en cours. En réalité, il s'agissait tout simplement d'éviter la ruine, de sauver ce qui pouvait l'être. Les élites de Bruxelles ont dû admettre, il y a des limites à l'illusion de toute puissance. Le système tient sur la confiance, pas sur des décrets politiques. Mais ce fiasco n'a rien résolu. Car si l'argent manque, la pression ne fait qu'augmenter. L'Union européenne n'a plus de marge de manœuvre financière, et les peuples commencent à sentir la facture. Hausse des impôts, inflation galopante, perte de compétitivité. Pour les citoyens, la menace n'est plus théorique. Elle attaque le portefeuille, l'emploi, l'avenir de leur famille. À partir de là, le bras de fer ne fait que commencer. La tentative avortée de saisir les actifs russes a révélé au monde la fragilité de l'édifice bruxellois. Et, face à la crise, ce sont les leaders souverainistes comme Viktor Orban, Giorgia Meloni ou Robert Fico qui voient leur influence grandir. L'affrontement entre nations et bureaucratie européenne s'annonce plus explosif que jamais. Alors que l'argent manque,
un bras de fer politique s'installe entre les nations. Quand le veto d'Orban et l'alliance inattendue de Fico et Meloni font vaciller l'Europe. C'est le moment où tout bascule. Viktor Orban, tel un mur infranchissable, s'oppose frontalement au dernier plan de Bruxelles, refusant de sacrifier les intérêts hongrois pour satisfaire les ambitions déconnectées d'Ursula von der Leyen. Le projet pharaonique de Bruxelles? Bloqué net, car Orban brandit son veto. Mais ce n'est que le début. Ce coup d'éclat, loin d'isoler Budapest, va enflammer une dynamique totalement nouvelle. Le front souverainiste se resserre. À Bratislava, Robert Fico, tout juste revenu d'une tentative d'assassinat, n'a peur de rien ni de personne. Les menaces de Bruxelles? Il s'en moque ouvertement. Fico fait plus que soutenir Orban par des mots, il agit. Grâce à l'alliance entre la Hongrie et la Slovaquie, Bruxelles se retrouve piégée dans son propre piège. Le fameux article 7, censé priver Orban de son droit de vote et le réduire au silence, a un talon d'Achille fatal. Il exige l'unanimité des États membres. Or, Fico refuse de céder. Résultat, la machine punitive de l'UE tombe à plat, incapable de fonctionner. Bruxelles, humiliée, décide alors de frapper autrement. Pression, menace de coupure de pétrole, d'électricité, de blocus économique. Mais Orban et Fico, loin de reculer, ripostent avec une force inédite. Fico va même jusqu'à couper la fourniture d'électricité et de diesel à l'Ukraine, frappant Kiev en plein cœur de son économie. Les trains s'arrêtent, les générateurs tombent en panne. Le choc est immense. Vous voulez jouer à la guerre des blocus? On va vous montrer ce qu'est un vrai blocus, lâche Fico d'un ton glacial. Dans les couloirs de la Commission, c'est la panique. Le plan de von der Leyen s'effondre. Bruxelles assiste, impuissante, à la naissance d'un bouclier souverainiste qui protège non seulement la Hongrie, mais aussi la Slovaquie, et bientôt au-delà. Et puis, l'Europe assiste à une scène digne d'un thriller politique. Friedrich Merz, chef de la droite allemande, tente de reprendre le contrôle. Il se donne des allures de chancelier de fer, menace Orban de représailles, parle de discipline et de sévérité pour sauver la face devant ses électeurs. Mais cette posture sonne creux, presque risible. Un politicien allemand sans réel pouvoir qui tente d'intimider des chefs de gouvernement élus, simplement parce qu'ils défendent l'intérêt de leur peuple. C'est alors qu'entre en scène Giorgia Meloni. Dans les coulisses du sommet européen, elle se rapproche ostensiblement d'Orban, franchit la barrière de ses gardes du corps, et dans un geste aussi discret que symbolique, lui glisse à l'oreille quelques mots de soutien, soigneusement cachés des caméras. Une poignée de main ferme, un sourire complice. L'Italie rejoint le duo hongro-slovaque pour former un véritable bouclier contre les diktats bruxellois. La tension monte d'un cran lors de la séance plénière. Merz entame un discours grandiloquent, appelle à l'unité, exige que l'Europe verse encore des milliards pour soutenir une guerre lointaine, parle d'union sacrée face à la Russie. Mais la caméra capte le regard glacé de Meloni. Elle roule ostensiblement des yeux, en signe de mépris total. Puis, micro en main, elle assène une vérité brute, sans fioriture. La Russie, c'est plus d'1 million de soldats en armes. Et vous, monsieur Merz, combien êtes-vous prêt à envoyer de jeunes Européens mourir pour des intérêts qui ne sont pas les leurs? Silence de mort dans la salle. Merz se fige, pris au dépourvu. Son grand moment de bravade se termine en humiliation publique. À ce stade, la scène diplomatique européenne ressemble à un champ de ruines. Les élites bruxelloises, qui se voyaient autrefois en maîtres du jeu, ne sont plus que spectatrices de leur propre impuissance. Les leviers de sanctions sont cassés, la nucléaire institutionnelle de l'UE, l'article 7, gît au sol, inutilisable. 2, puis 3 leaders déterminés tiennent tête, bloquent les engrenages de Bruxelles et défendent la souveraineté de leur pays, sans trembler. Mais cette résistance ne reste pas sans réponse. Incapables de gagner sur le terrain politique ou économique, les élites européennes décident alors de changer de stratégie. Elles engagent l'offensive médiatique, orchestrent la censure, cherchent à faire taire toute voix dissidente. Nous allons voir, dans la suite, comment cette bataille pour la souveraineté se transporte désormais sur le terrain de l'opinion et de l'information.
Que peut faire le citoyen ordinaire face à ce chaos? C'est la question que beaucoup se posent en voyant l'Europe plongée dans une crise sans précédent. Peut-on simplement regarder les chiffres défiler, subir la hausse des prix et attendre que Bruxelles trouve une solution miracle? Non, car l'impact s'invite déjà dans nos vies quotidiennes. Regardons les faits. La hausse historique des taux d'intérêt allemands, qui ont dépassé les 3%, marque la fin d'une époque. Fini l'argent facile, fini les crédits qui permettaient aux PME de respirer, d'investir, de créer des emplois. Aujourd'hui, décrocher un prêt pour son entreprise, c'est mission impossible. Résultat? Les usines allemandes, jadis moteur industriel de l'Europe, ferment leurs portes ou partent s'installer ailleurs, souvent en Asie ou aux États-Unis. La fameuse « Made in Germany » s'efface peu à peu, emportant avec elle des milliers d'emplois de qualité. Mais ce n'est pas tout. Explosion du prix du carburant, plus 50% sur le diesel en un an. Pour un routier, une petite entreprise de transport, ou même une famille qui doit se déplacer chaque jour, c'est un fardeau insupportable. Les faillites de transporteurs se multiplient, le coût de livrer des marchandises flambe, et qui paie au final? Nous tous, à la caisse du supermarché, où chaque semaine les prix s'envolent encore un peu plus. En quelques mois à peine, c'est tout le pouvoir d'achat des Européens qui s'effondre, tandis que Bruxelles discute de nouveaux crédits pour l'Ukraine ou impose des taxes vertes hors sol, coupées de la réalité du terrain. Face à ce désastre économique, quelle est la réponse de l'Union européenne? Loin de s'interroger sur ses propres erreurs, Bruxelles choisit la fuite en avant et la censure. Oui, vous avez bien entendu, la censure de l'information indépendante. Face à la colère sociale, à la hausse des questions gênantes, la Commission européenne multiplie les pressions sur les réseaux sociaux, comme X, ex-Twitter. Les menaces de sanctions financières pleuvent sur Elon Musk, parce qu'il refuse de bloquer les comptes de journalistes ou de leaders politiques qui osent contester le récit officiel. On veut faire taire ceux qui dénoncent la réalité, qui montrent le vrai visage de cette crise. Il ne s'agit plus seulement de débats politiques, mais d'une véritable bataille pour la liberté d'expression. Pourquoi est-ce si grave pour nous, citoyens? Parce que l'information indépendante devient notre seule arme pour comprendre, s'organiser, résister. Si nous acceptons de subir cette censure, nous acceptons aussi l'appauvrissement généralisé, la remise en cause de nos libertés individuelles et la disparition progressive de notre mode de vie. Ne pas agir, c'est laisser le champ libre à ceux qui sacrifient nos intérêts sur l'autel de leur idéologie et de leur carriérisme. Alors, que pouvons-nous faire? D'abord, s'informer en dehors des circuits officiels, soutenir les médias libres, débattre, partager, refuser la peur. Ensuite, rappeler à nos dirigeants qu'ils ne tiennent leur légitimité que de notre confiance, et que l'alternative souverainiste existe, portée par ceux qui défendent encore la primauté de l'intérêt national, du bon sens économique et de la liberté. La crise qui frappe l'Europe n'est pas une fatalité. Elle dépend de nos choix, de notre engagement. Il est temps de choisir de quel côté de l'histoire nous voulons être. À qui faites-vous confiance pour défendre votre avenir? Cette question n'a jamais été aussi cruciale qu'aujourd'hui, alors que l'Europe traverse l'une des périodes les plus sombres de son histoire récente. Face à la réalité brutale des chiffres, une économie allemande à l'agonie, la fuite des industriels vers l'Asie et l'Amérique, des prix qui flambent à la pompe et dans les supermarchés, Bruxelles s'accroche à ses rêves technocratiques, coupés du quotidien de ses citoyens. Pendant que les grands médias martèlent l'image d'une Union européenne forte, la vérité est tout autre. L'autorité de Bruxelles s'effrite, et la fracture entre les peuples et leurs élites n'a jamais été aussi béante. Mais alors, vers qui se tourner? D'un côté, Ursula von der Leyen et ses alliés poursuivent leur fuite en avant, imposant des politiques qui étranglent l'industrie, détruisent le pouvoir d'achat et mettent en péril la stabilité sociale, tout en se barricadant dans leurs bureaux dorés. De l'autre, des leaders comme Viktor Orban, Giorgia Meloni ou Robert Fico osent briser le consensus, défendre la souveraineté de leur pays et surtout, protéger les intérêts concrets de leurs citoyens, emploi, salaire, énergie abordable, sécurité. Ce sont eux qui, aujourd'hui, incarnent la résistance au dogmatisme bruxellois.
Et c'est là que le choix devient personnel. Ce n'est plus seulement une question de politique ou d'idéologie. Il s'agit de votre portefeuille, de votre pouvoir d'achat, de votre avenir professionnel. Les hausses d'impôts, la précarité énergétique, la désindustrialisation, ce sont des réalités qui frappent déjà des millions d'Européens. Les files d'attente à la station-service, les usines qui ferment, les factures qui explosent. Ce ne sont pas des abstractions, mais le quotidien de chacun d'entre nous. Face à cela, peut-on vraiment continuer à faire confiance à des élites qui semblent prêtes à sacrifier des générations entières sur l'autel de leurs utopies? Aujourd'hui plus que jamais, il est vital de rester vigilant, de refuser la résignation, d'exiger des comptes à ceux qui prétendent agir en notre nom. L'avenir économique de l'Europe n'est pas écrit d'avance. Il reste entre nos mains, tant que nous refusons de céder à l'indifférence ou à la peur. Le débat, l'engagement, l'esprit critique sont nos seules armes pour préserver nos libertés, notre sécurité financière, notre souveraineté nationale. Alors, dites-le franchement. Qui, selon vous, porte la plus grande responsabilité dans ce naufrage? Où placez-vous votre confiance? Partagez votre point de vue dans les commentaires. Le vrai débat commence ici, avec vous. Car si Bruxelles a oublié le sens du mot démocratie, c'est à nous de le rappeler. Ensemble, refusons que notre avenir soit décidé sans nous.